Dans le couloir froid et résonnant du palais de justice, Nicolas Dubois s'approcha de moi, réduisant l'espace vital que je tentais de préserver. Il était si près que l'odeur de son parfum cher, une fragrance boisée et entêtante qu'il ne portait que les jours où il souhaitait écraser les autres de sa superbe, m'envahit les narines. C'était une odeur de domination, un sillage conçu pour intimider. D'une voix basse, vibrante d'une confiance toxique, il murmura « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, Valérie. Je vais tout te prendre. Absolument tout. » Il sourit, un rictus carnassier, comme si le verdict avait déjà été rédigé par sa propre main, comme si le destin lui-même était à sa solde. Juste derrière lui, telle une ombre brillante et venimeuse, se tenait Chloé Lefebvre. Son assistante. Sa maîtresse. Son trophée de victoire. Elle ne prononça pas un mot, elle n'en avait nul besoin. Son sourire faisait tout le travail à sa place. C'était un sourire tranchant, cruel, empreint de cette certitude arrogante que possède la jeunesse lorsqu'elle pense avoir triomphé de l'expérience. Autour de nous, la vie du tribunal suivait son cours. Des avocats pressés en robe noire, des greffiers chargés de dossiers, des inconnus portant le poids de leur propre catastrophe personnelle nous croisaient sans un regard. Personne ne prêtait attention à la guerre silencieuse mais brutale qui se jouait dans ce couloir étroit, sous les lumières artificielles. Nicolas lissa les revers de sa veste de costume italienne et me toisa avec ce regard possessif, celui d'un homme qui contemple un objet dont il a déjà décidé du sort. L'appartement est à moi, Valérie. Les comptes sont à moi. Tu aurais dû accepter l'accord à l'amiable quand tu en avais encore l'occasion. Maintenant, il est trop tard. Je restais de marbre. Mon silence, je le savais, l'irritait bien plus que ne l'auraient fait des larmes ou des cris. Il voulait de la peur. Il voulait me voir supplier, trembler, m'effondrer. Il voulait la preuve tangible que j'étais déjà vaincu avant même d'entrer dans la salle d'audience. Au lieu de cela, je me tins droite, les mains sagement croisées, le regard fixe et impénétrable. Tu as toujours été trop calme, Valérie, poursuivit-il, un rire méprisant au bord des lèvres. Les femmes silencieuses perdent toujours au tribunal. Mon avocat est un requin, un tueur. Le tien? On dirait qu'il devrait être à la retraite depuis 10 ans. À ces mots, Chloé changea de posture, croisant les bras pour mieux exhiber le bracelet en or orné d'une pierre bleue qui brillait à son poignet. Ce bijou, je le connaissais. C'était celui qu'il avait acheté avec l'argent qu'il pensait indétectable, l'argent de notre vie commune. Nicolas se pencha une dernière fois vers moi, envahissant mon espace, cherchant à briser ma façade. Après aujourd'hui, tu n'auras plus rien. Plus de foyer, plus de levier, plus d'avenir. Tu seras effacé. C'est à cet instant précis que mon avocat, maître Jean Moreau, vint se placer à mes côtés. J'en étais pas un homme de spectacle. Il ne haussait jamais la voix, ne gesticulait pas. C'était un homme de dossier, de précision, d'une élégance ancienne. Il ne répondit pas aux provocations de Nicolas. Il se contenta de me poser une unique question, d'un ton égal, « Avez-vous apporté tout ce dont nous avons discuté, Valérie ?» Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, je levai les yeux vers Nicolas et plongeai mon regard dans le sien. « Oui, » répondis-je calmement. « Exactement comme vous l'avez demandé. » Maître Moreau hocha la tête, un mouvement imperceptible mais lourd de sens. Puis, il se tourna légèrement vers Nicolas, ajustant ses lunettes, et parla avec une politesse glaciale, « Dans ce cas, monsieur Dubois, je vous suggère de vous préparer. Cette journée sera éducative. » Nicolas éclata de rire. Il n'avait aucune idée, absolument aucune, que la leçon était sur le point de commencer. Valérie Dubois n'avait jamais été le genre de femme qui remplissait une pièce de bruit ou d'éclat. Elle la remplissait d'ordre. Durant la majeure partie de sa vie, et certainement durant toute la durée de son mariage, elle avait œuvré dans l'ombre, en coulisses. Elle s'assurait que les colonnes de chiffres s'alignaient, que les factures étaient réglées à la minute près, et que les problèmes étaient résolus avant même que quiconque ne soupçonne leur existence. C'était ainsi que Nicolas l'avait toujours perçue, utile, fiable, et finalement, invisible. Lorsque les gens, lors des dîners mondains, demandaient ce que faisait Valérie, Nicolas répondait généralement à sa place, avec une désinvolture agaçante, « Oh, elle travaille depuis la maison. Elle fait un peu de comptabilité, rien de très important. » La façon dont il le disait rendait la chose petite, insignifiante, presque un passe-temps.
En réalité, Valérie gérait la comptabilité complexe de 3 petites entreprises, le tout depuis son ordinateur portable installé sur la table de la salle à manger. Elle était celle qui mémorisait les échéances fiscales, les renouvellements d'assurance, les amortissements et les tableaux d'emprunt. Elle était la raison pour laquelle leur vie semblait glisser sur des rails huilés, même lorsque Nicolas oubliait ses propres responsabilités. Mais parce qu'elle ne portait pas de tailleur strict pour aller dans une tour de verre et qu'elle ne parlait pas fort de ses réussites, Nicolas supposait qu'elle n'en avait aucune. Après leur mariage, Valérie avait mis ses propres ambitions en sourdine pour soutenir celles de son mari. Elle avait déménagé lorsqu'il avait besoin de se relocaliser pour sa carrière. Elle avait accepté davantage de missions en freelance, travaillant tard dans la nuit, pour qu'il puisse courir après ses promotions et ses titres ronflants. Elle croyait en la notion d'équipe, même lorsque l'effort était tragiquement inégal. Nicolas avait pris sa patience pour de la faiblesse, sa discrétion pour de la soumission. Lors des soirées, il plaisantait en disant qu'il était le pourvoyeur et Valérie la gestionnaire domestique. Les invités riaient poliment. Valérie souriait. Personne ne demandait jamais qui, en réalité, surveillait les flux de trésorerie ou qui s'assurait qu'ils ne sombraient pas dans la dette. Cependant, les gens calmes sont souvent ceux qui observent le mieux, car ils passent plus de temps à écouter et à analyser qu'à parler. Valérie avait remarqué le changement. Elle avait noté quand Nicolas avait commencé à rentrer plus tard le soir. Elle avait vu les dépenses augmenter sans explication logique. Elle avait senti le moment précis où l'affection avait été remplacée par une distraction permanente, puis par une indifférence froide. Mais elle n'avait pas hurlé. Elle n'avait pas accusé sans preuve. Elle avait observé. Et dans ces petites observations silencieuses, la véritable histoire de la fin de leur mariage s'écrivait déjà, ligne par ligne, chiffre par chiffre. Le jour où tout avait basculé n'avait rien eu de dramatique. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de vase brisé. C'était un mardi pluvieux et gris, le genre de jour où l'appartement semblait plus petit et l'air plus lourd. Valérie se tenait dans la chambre, tenant l'une des vestes de costume de Nicolas. Il l'avait laissée négligemment drapée sur une chaise, froissée et oubliée. Elle avait prévu de l'emmener au pressing, comme elle le faisait toujours, un rituel de soins qu'il ne remarquait même plus. Par habitude, un réflexe acquis après des années de vie commune, elle vérifia les poches. Nicolas avait cette manie exaspérante de fourrer des choses importantes n'importe où, carte de visite, clé USB, reçu de clients. Valérie avait appris depuis longtemps que si elle ne vérifiait pas, quelque chose de crucial serait perdu et ce serait, inévitablement, de sa faute. Ses doigts effleurèrent un morceau de papier épais, plié en 4, dans la poche intérieure. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'une autre carte de restaurant ou de taxi. Elle le déplia avec précaution. C'était un reçu. L'en-tête, élégant et doré, indiquait le nom d'une boutique de bijoux de luxe au centre-ville. Le montant total la fit s'asseoir brutalement sur le bord du lit, le souffle coupé. 5 000 €. La date était celle de la veille. L'heure, 14h30. Or, hier à 14h30, Nicolas lui avait envoyé un message texte affirmant qu'il était enseveli sous les réunions et qu'il rentrerait tard. Il lui avait promis qu'ils regarderaient un film ensemble ce soir-là pour se rattraper. Au lieu de cela, il achetait des bijoux. Son cœur ne s'emballa pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Ce qu'elle ressentit était plus froid que la panique, plus tranchant que la douleur, une lucidité absolue. Valérie saisit son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Nicolas avait mentionné sa nouvelle assistante une fois, en passant. Chloé Lefebvre. Jeune, organisée, toujours de bonne humeur, avait-il dit. Il avait fallu moins de 2 minutes à Valérie pour trouver son profil public. La photo la plus récente, postée la veille au soir, montrait une main parfaitement manucurée tenant une coupe de champagne à l'intérieur d'une voiture de luxe. Au poignet, brillant sous les lumières du tableau de bord, se trouvait un bracelet en or avec une pierre bleue. La légende disait simplement « la plus belle soirée de ma vie ». Valérie n'avait pas besoin d'autres preuves. Dans cette chambre silencieuse, entourée par la vie qu'elle pensait avoir construite pierre par pierre, quelque chose en elle se figea définitivement. Le mariage était terminé. Mais la comptabilité, elle, ne faisait que commencer. Valérie ne pleura pas cette nuit-là. Elle ne réveilla pas Nicolas qui dormait du sommeil du juste. Elle ne lui jeta pas le reçu au visage en exigeant des explications. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait lorsque quelque chose ne faisait pas sens, elle chercha la logique.
Elle ouvrit son ordinateur portable. Les émotions créent du bruit. Les chiffres créent de la clarté. C'était sa règle d'or depuis son premier cours de comptabilité. Elle créa un nouveau fichier protégé par mot de passe et le nomma d'une façon que seule elle pourrait comprendre, bilan. Ensuite, elle se mit au travail. Elle se connecta d'abord à leur compte financier partagé, carte de crédit, compte d'épargne, échéancier de l'appartement. Nicolas avait toujours cru qu'elle ne prêtait pas attention à ces détails, pensant que l'argent apparaissait simplement quand on en avait besoin, par magie. Valérie téléchargea chaque relevé bancaire des 3 dernières années. Elle vit les schémas apparaître presque immédiatement, comme de l'encre sympathique révélée par la chaleur. De petites dépenses au début, restaurant, VTC, cadeaux inexpliqués. Puis des montants plus importants, réservation d'hôtel, billets de train, bijoux. Tout cela correspondait aux dates où Nicolas prétendait être en déplacement professionnel. Les mathématiques ne mentaient pas, et elles ne correspondaient pas à son salaire déclaré. Ensuite, elle vérifia ses propres relevés, les virements qu'elle effectuait chaque mois vers le compte de Nicolas pour couvrir les dépenses du ménage. Dans l'intitulé des virements, elle avait toujours écrit des notes simples comme « loyer »,« prêt » ou « charge ». À l'époque, cela ne signifiait rien de plus qu'une organisation logistique. Maintenant, cela signifiait tout. Elle créa des onglets dans son tableur, un pour les revenus, un pour les dépenses légitimes, un pour les cadeaux, un pour Chloé. Lentement, pixel par pixel, une image se formait. Ce n'était pas une histoire émotionnelle, c'était une histoire financière. Nicolas ne se contentait pas de la tromper. Il finançait une autre vie. Chaque euro dépensé pour Chloé provenait de l'argent que Valérie avait aidé à gagner ou qu'elle avait soigneusement économisé. Leur avenir commun était cannibalisé pour décorer le présent de quelqu'un d'autre. Valérie s'adossa à sa chaise, les yeux rivés sur l'écran saturé de chiffres. Ce n'était plus une question de cœur brisé. C'était une question de restitution. Pendant les semaines qui suivirent, Valérie vécut dans 2 mondes parallèles au sein du même appartement. Devant Nicolas, elle restait l'épouse calme et effacée qu'il avait toujours connue. Elle préparait le dîner. Elle demandait comment s'était passée sa journée. Elle hochait la tête lorsqu'il parlait de ses réunions interminables et de ses projets de voyage. Elle souriait même lorsqu'il feignait de s'intéresser à elle. Nicolas ne remarqua jamais rien. Dans son esprit, Valérie était exactement là où il l'avait laissée, à l'arrière-plan, floue et inoffensive. Mais dès qu'il partait pour le travail ou qu'il s'endormait à ses côtés, Valérie devenait quelqu'un d'autre. Elle avait transformé le petit débarras attenant à la cuisine en un bureau de guerre secret. C'est laquelle étalait les relevés bancaires, les reçus et les feuilles de calcul. C'est laquelle suivait la trace de l'argent que Nicolas n'avait même pas pris la peine de bien cacher, tant son arrogance l'aveuglait. L'appartement fut la première chose qu'elle vérifia en profondeur. Des années plus tôt, Valérie avait reçu un héritage conséquent de sa grand-mère. Nicolas l'avait convaincue de l'utiliser comme apport pour le rachat immobilier. Il lui avait dit que ce serait plus simple, administrativement, si l'argent transitait par son compte à lui avant d'aller au notaire. Elle lui avait fait confiance. Maintenant, elle traçait chaque euro. L'argent était parti de son compte personnel, avait atterri sur celui de Nicolas, puis avait été viré directement au promoteur immobilier. Les montants correspondaient au centime près. Pas un seul centime de cet apport ne provenait des fonds de Nicolas. Pour le crédit immobilier, c'était la même histoire. Chaque mois, Valérie virait le montant de la mensualité à Nicolas pour qu'il puisse effectuer le paiement officiel depuis son compte principal. Elle pensait alors soutenir sa fierté d'homme, lui laisser le rôle symbolique de chef de famille. En réalité, sans le savoir, elle avait construit sa propre preuve irréfutable. Vint ensuite l'analyse des dépenses superflues. Vols, hôtels de charme, restaurants étoilés, bijoux. Tout pour Chloé, tout payé avec l'argent du couple. Puis, Valérie découvrit quelque chose qui lui glaça le sang, d'énormes virements vers des sites de paris en ligne et des casinos virtuels. Des milliers d'euros à la fois, toujours après que Nicolas ait reçu un bonus ou conclu une affaire. Il n'était pas seulement infidèle et négligent, il était imprudent, voire destructeur. À la fin du mois, Valérie possédait quelque chose de bien plus puissant que la colère. Elle avait des preuves. Et Nicolas n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Valérie ne choisit pas le premier avocat venu. Elle chercha celui qui comprenait la stratégie autant que la loi. Une ancienne collègue de son cabinet lui donna un nom, Jean Moreau.
C'était un homme d'âge mûr, calme, précis, connu pour ne jamais accepter de dossiers qu'il ne pouvait pas gagner. Son bureau était petit, encombré de livres de droit reliés en cuir, loin du clinquant des grands cabinets modernes. Il n'y avait pas de posters de motivation au mur ni de sourires commerciaux, juste des étagères remplies de jurisprudence et l'odeur rassurante du vieux papier. Valérie posa son dossier épais sur le bureau de chêne et commença à parler. Elle ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle lui exposa les faits comme elle aurait présenté un rapport financier à un conseil d'administration. Étape par étape, euro par euro. Maître Moreau écouta sans l'interrompre une seule fois. Lorsqu'elle eut fini, il ouvrit le dossier et commença à lire. Les minutes s'étirèrent dans un silence studieux. Il tournait les pages, étudiait les colonnes de chiffres, comparait les dates. Finalement, il leva les yeux par-dessus ses lunettes. « Vous n'êtes pas venu ici pour chercher de la sympathie, Madame Dubois, dit-il. Vous êtes venu pour finir ce qui a été commencé. » Valérie hocha la tête. Exactement. Il referma le dossier lentement. Vous avez suffisamment d'éléments ici pour repartir avec tout ce qui vous revient de droit, et peut-être plus encore. Mais seulement si nous jouons cette partie correctement. Que devons-nous faire ? Demanda Valérie. Nous le laissons croire qu'il a déjà gagné, répondit Moreau avec un demi-sourire. Nous le laissons parler. Nous le laissons montrer au tribunal qui il est vraiment. Et quand le moment sera venu, nous déposerons la vérité devant la juge. Valérie ressentit une émotion qu'elle n'avait plus éprouvée depuis des semaines, le contrôle. Pour la première fois depuis la découverte du reçu dans la poche de la veste, l'avenir ne semblait plus sombre. Il semblait précis, calculé. Nicolas arriva au palais de justice comme s'il se rendait à une cérémonie en son honneur plutôt qu'à une audience de divorce. Son costume était taillé sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés. Il arborait le sourire confiant d'un homme persuadé que l'histoire se terminerait exactement comme il l'avait décidé. À son bras, Chloé Lefebvre, vêtue de manière trop voyante pour un tribunal, mais parfaite pour quelqu'un qui voulait être vu et envié. Il ressemblait à un couple entrant dans un futur qu'il croyait déjà acquis. Valérie et Jean Moreau étaient déjà assis lorsque Nicolas fit son entrée. Il accorda à peine un regard à sa femme. Dans son esprit, elle n'était déjà plus qu'un détail administratif à régler. L'avocat de Nicolas prit la parole en premier. Il était bruyant, théâtral, plein de certitude. Il décrivit Nicolas comme le pilier du foyer, l'homme à succès, celui qui payait tout. Il dépeignit Valérie comme une femme qui restait à la maison et profitait passivement du travail acharné de son mari. Valérie ne réagit pas. Nicolas s'adossa confortablement dans sa chaise, hochant la tête au rythme des paroles de son avocat. Il croyait chaque mot. Chloé, assise dans le couloir en attendant d'être éventuellement appelée, faisait défiler son téléphone, imaginant déjà quel meuble design elle installerait dans l'appartement une fois Valérie expulsée. La juge Marie-Bernard écoutait en silence, le visage impassible derrière ses lunettes. Puis, ce fut au tour de Jean Moreau de se lever. Il ne se précipita pas. Il n'éleva pas la voix. Il ouvrit simplement le dossier de Valérie. « Madame la juge, commença-t-il, cette affaire n'est pas une question d'émotion. C'est une question de registre et d'écriture comptable. » Il commença par l'appartement. Il présenta les documents prouvant l'héritage reçu par Valérie, le montant exact, la date du virement vers le compte de Nicolas, et le paiement immédiat au promoteur. Nicolas remua sur sa chaise, un premier signe d'inconfort. Moreau montra ensuite les virements mensuels, chaque échéance du prêt provenait du compte de Valérie avant que Nicolas n'effectue le paiement officiel. L'avocat de Nicolas tenta d'interrompre, objectant sur la pertinence, mais Moreau ne s'arrêta pas. Il enchaîna avec les dépenses. Les vols, les hôtels de luxe, les bijoux. Tout pour Chloé, tout payé avec l'argent du ménage. Le visage de Nicolas perdit soudainement de sa superbe. Il pâlit. Enfin, Moreau aborda le sujet des jeux d'argent. Il étala les preuves des virements vers les sites de Paris. Des milliers d'euros volatilisés, de l'argent qui aurait dû servir au foyer, parti en fumée. La salle d'audience était désormais plongée dans un silence absolu. Nicolas ne semblait plus confiant du tout. Il avait l'air d'un animal pris au piège. Pour la première fois depuis des mois, Valérie sut qu'il voyait enfin la vérité en face. Il n'avait plus le contrôle. Jean Moreau laissa le silence s'étirer, pesant, avant de continuer.
Dans un tribunal, le silence peut être plus fort que n'importe quelle plaidoirie. Madame la juge, dit-il, ce que vous voyez ici n'est pas simplement une gestion irresponsable. C'est un modèle d'abus financier et de dissipation des biens matrimoniaux. Il tendit une épaisse pile de documents à la magistrate. Ces registres démontrent que Nicolas Dubois a utilisé des fonds conjoints pour financer ses jeux de hasard et une relation extra-conjugale, tout en se présentant comme l'unique pourvoyeur. L'avocat de Nicolas feuilletait frénétiquement ses propres papiers, sa confiance évaporée. Il n'avait rien pour contrer des relevés bancaires et des historiques de transactions. Moreau avançait ses pions lentement, méthodiquement, comme sur un échiquier. Voici les transferts vers des comptes de Paris offshore. Chacun d'eux correspond aux dates de versement des primes de Monsieur Dubois. Ce n'était pas du divertissement. C'était de la compulsion. Nicolas tenta de parler, d'expliquer, mais la juge leva une main autoritaire pour le faire taire. Puis, Moreau brandit le reçu du bijou. 5 000 € pour un bracelet. Acheté durant une journée de travail, offert non pas à son épouse, mais à mademoiselle Chloé Lefebvre. Il posa une photo imprimée sur la table des pièces à conviction. Voici ce même bracelet au poignet de mademoiselle Lefebvre, posté sur les réseaux sociaux le soir même de l'achat. Les épaules de Nicolas s'affaissèrent. Enfin, Moreau porta le coup de grâce, il reste la question des revenus. Madame Dubois, en tant que comptable qualifié, a examiné les dépôts liés à l'activité professionnelle de monsieur et les a comparés à son salaire déclaré. Les chiffres ne correspondent pas. Moreau fit passer d'autres pages à la juge. Ces documents montrent des paiements transitant par des comptes tiers jamais déclarés, des fonds non imposés qui ont servi directement à l'usage personnel de monsieur Dubois. L'avocat de Nicolas se rassit lourdement, accablé. Nous ne sommes pas ici pour engager des poursuites pénales, précisa Moreau, mais la Cour doit comprendre que les revenus prétendus de monsieur Dubois sont non seulement exagérés dans leur usage légitime, mais partiellement illégaux dans leur origine. Nicolas fixa Valérie à travers la pièce. Il avait pensé que son calme signifiait l'ignorance. Il avait eu tort sur toute la ligne. La juge Marie Bernard retira ses lunettes et étudia les documents avec une attention minutieuse. Lorsqu'elle releva la tête, son expression avait changé. Elle était dure, impitoyable. Monsieur Dubois, dit-elle, vous vous êtes présenté comme la victime dans ce mariage. Les registres racontent une histoire très différente. Nicolas déglutit difficilement. La Cour va prendre une brève suspension, poursuivit la juge. À mon retour, je rendrai mon jugement. Alors que tout le monde se levait, Nicolas se tourna enfin vers Valérie, le visage décomposé. Qu'est-ce que tu as fait? Chuchota-t-il, la voix tremblante. Valérie ferma son dossier et croisa son regard avec une sérénité désarmante. J'ai fait la comptabilité, répondit-elle simplement. Rien de plus, rien de moins. Lorsque la juge revint, la salle semblait plus petite, l'air saturé d'attente. Elle ne parla pas lentement. Elle n'adoucit pas son ton. L'appartement, déclara-t-elle, est reconnu comme étant la propriété propre de Valérie Dubois, acquis grâce à des fonds issus d'un héritage personnel traçable. Il n'est pas sujet au partage. La tête de Nicolas tomba sur sa poitrine. La Cour constate par ailleurs que Nicolas Dubois a dissipé les biens matrimoniaux par le jeu et des cadeaux à une tierce partie. Il est ordonné de rembourser à Valérie Dubois la moitié des pertes prouvées. L'avocat de Nicolas ne levait même plus les yeux de son bureau. Le véhicule acheté durant le mariage restera la propriété de monsieur Dubois, ainsi que l'intégralité de l'obligation de prêt y afférent. À chaque phrase, l'avenir de Nicolas se rétrécissait un peu plus. Valérie ne sourit pas. Elle ne manifesta aucune joie excessive. Elle respira simplement, profondément. À la sortie de la salle d'audience, Chloé attendait. Sa patience s'évapora instantanément en voyant la mine défaite de Nicolas. « On a gagné ?» demanda-t-elle avidement. Nicolas secoua la tête, incapable de parler. Chloé recula d'un pas, comme s'il s'était transformé en un étranger repoussant. « Tu avais dit qu'il y avait de l'argent, » siffla-t-elle, la voix cruelle. « Tu avais dit qu'on vivrait bien. » Nicolas n'avait pas de réponse. Chloé fit volte-face, ses talons claquant sur le sol marbré, et s'éloigna sans un regard en arrière. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Nicolas sonna. C'était son entreprise. L'enquête interne, que les révélations indirectes de Valérie avaient sans doute déclenchée, commençait.
Au moment où Nicolas quitta le palais de justice, il n'avait plus de travail, plus de maison, et plus d'avenir identifiable. Valérie passa devant lui sans s'arrêter. Certaines fins n'ont pas besoin de mots. Elle sortit sur les marches du palais de justice, dans l'air frais de l'après-midi, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. De la légèreté. Le ciel était gris, mais pour la première fois, il ne semblait pas pesant. Il semblait ouvert, vaste. Maître Jean Moreau lui serra la main au bas des marches. « Vous vous êtes très bien comporté, dit-il avec respect. La plupart des gens laissent l'émotion ruiner leur dossier. Vous avez laissé la vérité faire le travail. » Valérie sourit, un vrai sourire cette fois. « Les chiffres ne mentent jamais, maître, répondit-elle. Elle se dirigea vers son véhicule, garé un peu plus loin. Ce n'était pas une voiture de sport ou une berline de luxe. C'était sa Citroën 2CV, restaurée avec amour, une voiture qui avait du caractère, de l'histoire, une âme. Elle monta à bord, seule, mais pas solitaire. L'appartement était à elle. Le silence qui l'y attendait était le sien. L'avenir lui appartenait. Nicolas avait voulu la liberté sans la responsabilité. Il l'avait obtenue. Valérie avait voulu la justice. Elle l'avait gagnée. C'est à cela que ressemble la véritable vengeance. Pas des cris, pas de la destruction aveugle, mais de la patience, de la préparation, et le courage de laisser la vérité parler quand cela compte le plus. Parfois, le mouvement le plus fort n'est pas de se battre plus fort. C'est de rester calme jusqu'à ce que le bilan final soit réglé.